l'homme, c'est l'être qui est né pour la femme. Une fois qu'il a trouvé la plénitude en lui, l'unité entre l'esprit et le corps, eh bien, il lui reste à accomplir sa destinée en relation avec sa partenaire. Et la plénitude ne viendra que s'il y a une union, s'il y a des enfants. C'est la deuxième bénédiction. On peut dire que la première bénédiction, c'est de savoir être, et la deuxième bénédiction, c'est de savoir aimer. Donc dans un cas, on est centré sur le but individuel, dans l'autre, on est centré sur le but de l'ensemble. Et c'est deux buts qui sont complémentaires. Alors aujourd'hui, les unions sont de plus en plus fragiles. On est dans une culture du divorce où la relation entre l'homme et la femme est très très fragile. La plupart des mariages en France ont une durée de vie très courte. On estime qu'après 5 ans de mariage, le risque de divorce est très 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 élevé. Et la société a de plus en plus intégré ce discours, les enfants de divorcés étant pratiquement certains de divorcer eux-mêmes. Donc il y a une fragilité des rapports qui est très préoccupante. On peut voir combien les gens aiment le mariage. Qui n'a pas regardé la cérémonie avec Albert et sa fiancée l'autre jour? Mais bon... Alors tout ça c'est bien joli, c'est des contes de fées, c'est magnifique, on regarde la robe de la mariée, etc. Bon, c'est très très beau. N'empêche que quelques jours avant, on se dit, mais apparemment, il voulait déjà partir en Afrique du Sud. Est-ce que c'est bien solide tout ça? Et donc, c'est triste parce que les gens, ils aiment le côté glamour. La cérémonie de mariage, ça c'est très très beau. Mais est-ce que ça va durer? Et finalement, les gens, à la limite, s'en fichent un peu, quoi. Ils se disent, mais tout le monde divorce. Et puis après, ils se remarieront et ça sera encore la fête. Et ils vont encore inviter des princes, des princesses. D'ailleurs, ils ont qu'à se dépêcher parce que au bout de 5 ans, on va s'ennuyer. S'ils vieillissent, en plus, il vaut mieux qu'ils en épousent une autre. C'est pas grave. Donc, il y a une sorte de relation jetable comme ça. On épouse des gens, après on s'en débarrasse, on en prend d'autres. Et finalement, il y a des revues qui passent leur temps à étudier les mariages et les divorces des stars. Comme si c'était intéressant, quoi. Mais justement, on voit aujourd'hui que le peuple des gens solitaires en France se recrute énormément chez les gens divorcés. Finalement, ces millions de gens qui sont seuls aujourd'hui, pour lesquels le 7 juillet est triste, ben malheureusement, c'est des gens pour qui le divorce n'a rien de rigolo. C'est des personnes finalement qui ont été jetées comme ça. À un moment donné, ils étaient en relation et maintenant ils ne sont plus en relation. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus du tout avoir de relation. Ils sont tellement aigris et blessés qu'ils n'ont plus du tout envie de se mettre en ménage. Donc, là, il y a le Sung-Sang et le Hyun-Sang d'un être, et il y a aussi le Yang et le Yin, donc, qui permet de se multiplier. Et une fois que l'homme et la femme ont créé une famille, l'amour ne s'arrête pas là. C'est la base pour toutes sortes de relations. Et donc, la famille va ensuite vivre pour quelque chose de plus grand, qui est la nation, pour le continent, pour le monde. Paul Éluard avait cette très belle phrase, « À partir de toi, dire oui au monde. » Normalement, le monde appartient aux couples qui s'aiment. Et l'autre jour, justement, je suis entré en relation avec l'ambassadeur du Laos à l'UNESCO. Et ce qui m'a frappé, il a un site internet, ce monsieur, et il montre toujours une photo de lui et de sa femme. Il a écrit beaucoup de poèmes sur son épouse. Donc lui, il est laotien, elle est française. Mais la chose dont il est le plus fier dans sa vie, c'est pas d'être diplomate ni professeur d'université. La chose dont il est le plus fier, c'est son couple. Apparemment, il puise toute sa force dans l'échange qu'il a avec son épouse. C'est vraiment ça qui nourrit tout le reste de sa vie sociale. Apparemment, c'est un couple qui... ils ont une relation très intime et ils sont très publics en même temps. Ils sortent beaucoup ensemble, ils reçoivent. Et j'étais frappé par la gentillesse de ce monsieur. Je l'ai appelé pour lui parler de mon livre. Et sans même me connaître, il me dit « Mais qu'est-ce que vous attendez pour venir me voir ?» Il habite en Bretagne, là. Il dit « Mais venez tout de suite, prenez le train, je vous accueille, restez 3 ou 4 jours chez moi. » quoi.
Et j'ai senti que Et il me dit, c'est vraiment ma femme et moi, on vous invite. Je dis, mais vous me connaissez même pas. Oh, mais c'est pas grave, on va faire connaissance. Vous prenez le train. Donc j'ai vraiment senti combien l'amour conjugal, ça, dans leur cas, c'est très contagieux, quoi. Ils aiment vraiment recevoir les gens. Alors, le but de l'ensemble, il est à la fois extérieur et intérieur. Selon les principes d'unification, les particules existent pour former des atomes, qui existent pour former des molécules, pour former des plantes, pour former des animaux. Mais en même temps, on peut dire que du point de vue de Dieu, chaque être dans l'univers a aussi été créé pour l'être humain. C'est le but de l'ensemble intérieur. Dans quel sens? Eh bien, l'être humain s'intéresse à tous les autres êtres, par curiosité. L'être humain ne peut pas se passer d'entrer en relation intellectuelle, esthétique, avec les particules, les atomes, les molécules, les plantes, les animaux. Et ce n'est pas simplement utilitaire, ce n'est pas simplement pour se nourrir, mais l'être humain cherche un sens, une valeur à tous ces êtres, et il essaye finalement d'en référer à Dieu, au Créateur. C'est ainsi que, c'est le titre de cette présentation ce soir, tout est lié. Finalement, nous vivons dans un univers, la Bible dit d'ailleurs que la création attend la révélation des fils de Dieu. Parce que tous ces êtres ne peuvent trouver leur but et leur valeur qu'en relation avec l'être humain. Tous ces êtres, si magnifiques qu'ils soient, sont en attente de personnes qui mènent une vie céleste, une vie divine, qui puissent apprécier leur valeur. C'est pour ça que des êtres humains qui mènent une vie un peu fruste, qui ne cultivent pas leur relation avec la nature, finalement évitent cette relation, cette symbiose entre l'univers et l'être humain. Alors du point de vue des principes d'unification, l'être humain c'est un microcosme, c'est un petit monde, et il a vocation à étudier le cosmos entier. Ce qu'on appelle la troisième bénédiction, c'est le règne de l'être humain sur toutes les choses et la création d'œuvres qui soient centrées sur Dieu. Donc c'est vrai que à notre époque, la science s'est énormément développée, les arts aussi, et maintenant nous avons une préoccupation écologique de plus en plus grande. Nous savons que nous sommes interconnectés. Avant, on n'avait pas trop cette conscience. C'est quelque chose qui est vraiment récent. Auparavant, on était assez négligent, on jette des affaires ici ou là, on ne s'occupe pas de la durée. Mais grâce à des personnes comme Christine, on devient plus écologiste. Voilà. Ouais. Donc ici, c'est la troisième bénédiction, ça correspond aussi au savoir-faire. Et donc l'être humain doit, sans complexe, vivre cette relation avec toutes les choses qui ont été créées pour lui. Ici, c'est un schéma un petit peu complexe qui montre qu'il y a une structure logique dans l'être humain, dans son intellect. Et il doit y avoir une coïncidence entre la structure de notre intellect et la structure de l'existence. Les savants, en fait, sont des gens qui font le pari que le monde est intelligible. Il doit y avoir une relation entre l'ordre logique de notre esprit et la façon dont les choses sont agencées. C'est ce qui stimule la connaissance, cette emprise que nous avons sur les choses, et la pratique également. Alors, on avait dit le mois dernier combien les scientifiques sont des gens qui vivent la relation. C'est souvent des gens très curieux, qui ont un esprit un peu enfantin d'ailleurs. Ils s'intéressent vraiment à un tas de choses. Nous, on ne voit pas qu'est-ce que ça a d'intéressant. Mais la plupart des scientifiques ont une curiosité insatiable. Ils ne se lassent pas d'étudier les phénomènes, de vouloir comprendre le monde qui les entoure. Et certains savants disent qu'ils ne peuvent pas dormir, tellement ils se sentent interpellés par la nature. Même quand ils veulent se reposer, la nature les interpelle et leur dit « Tu n'as pas encore découvert cette loi. » Un artiste, c'est la même chose. Il se sent responsable de peindre la beauté du monde. Il ne peut pas se reposer parce que telle montagne qu'il a vue, tel ruisseau, tel champ d'oiseaux, lui demande finalement de mettre son talent au service de la beauté.
Alors, quel type de relation nous devons établir dans l'idéal? Eh bien, dans l'idéal, le moi est en relation avec 6 grandes catégories. Nous devons établir des relations correctes avec nos supérieurs, des relations qui soient normales, pas des relations qu'on appelle d'obséquiosité, c'est-à-dire de respect excessif, où on se prosterne devant l'autre, mais pas non plus de rébellion, vraiment trouver sa place. De même, il y a tout un art d'être naturel avec les gens subordonnés. On sait combien en France les relations hiérarchiques sont tendues. C'est un pays où finalement les gens sont très mal à l'aise dans les rapports hiérarchiques. Il y a énormément de conflits sociaux en France. Il y a quelques années, le thème du gouvernement Raffarin, c'était la France d'en bas. Et de temps en temps, il y a un puissant discours contre les élites. Et ça, c'est propre à un pays comme la France. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup moins net. Les gens ne passent pas leur temps à se rebeller sans cesse contre les chefs, ni à mépriser finalement les gens qui sont en dessous d'eux. Mais on est dans un pays où la relation verticale est particulièrement difficile. Finalement, pour un pays qui se veut fraternel, il y a beaucoup de choses à revoir dans les relations entre les supérieurs et les subordonnés. Une autre relation, c'est avec les gens qui sont à notre gauche et à notre droite. À notre gauche, c'est tous les gens qui ne pensent pas comme nous, voire nos adversaires. Et à notre droite, ce sont nos alliés. Et il y a aussi les gens qui sont devant et qui sont derrière. On va prendre par exemple une équipe de football. Eh bien, pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut que les joueurs, déjà, ils aient une forte relation avec leur coach. Et que sur le terrain, ils soient respectueux de l'arbitre. C'est un sport, finalement, où il y a une certaine verticalité, on ne fait pas ce qu'on veut. Et finalement, il y a des équipes qui sont toujours extrêmement correctes avec l'arbitre, et d'autres qui ont le chic pour créer la bagarre, pour créer des contestations, ce qui ne crée pas des beaux matchs. Alors on peut dire que dans le bon football, il y a clairement 2 adversaires, mais il y a un art finalement de bien jouer, d'être fair-play avec l'équipe adverse. Et il y a des équipes qui sont toujours extrêmement correctes avec les joueurs en face et avec les supporters de l'équipe d'en face. Il y a par contre des équipes qui ont le chic pour s'affronter systématiquement avec l'équipe adverse. Et au sein d'une même équipe, vous avez une bonne entente entre ceux qui jouent à l'avant, qui doivent marquer des buts, et ceux qui doivent défendre, qui sont à l'arrière. On voit que l'univers est structuré de telle façon qu'il y a un ordre individuel. Chaque être a sa propre logique, et les planètes tournent autour d'elles-mêmes. La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures, et elle fait le tour du Soleil en 365 jours. Donc il y a un ordre individuel, un ordre horizontal, et aussi un ordre vertical. C'est la même chose dans la société. Chacun d'entre nous, on est appelé finalement à être autonome, à suivre notre propre chemin. Personne ne va le faire à notre place. Et je dirais que c'est le bon côté de l'Occident. C'est une civilisation qui a poussé très loin l'individualisme, qui a d'ailleurs fait des envieux. Pourquoi? Parce que c'est dans cette civilisation que l'éducation universelle a été poussée le plus loin. On investit tellement dans l'individu. Ça met tellement d'années de créer une personne qui a des diplômes, qui sait ce qu'elle fait, qui est autonome, qui n'a besoin de personne. Et finalement, ce modèle a fasciné toutes les autres civilisations. Tout le monde veut être comme ça. Tout le monde veut créer des gens qui soient libres et autonomes. Mais le drame, c'est que le monde occidental a énormément rompu les liens horizontaux et verticaux. Et maintenant, on a toutes les peines du monde à réinventer, alors ce qu'on appelle le vivre ensemble, des tas de choses comme ça. On invente des slogans qui sont assez creux, et souvent d'ailleurs qui sont politisés. Alors essentiellement, c'est une question de cœur et d'amour en fait pour les autres, mais on ne sait plus quelle force inventer pour que l'individu ait un tout petit peu de considération pour l'ensemble. Et c'est fou combien on doit tout codifier, on doit expliquer aux gens qu'il ne faut pas conduire trop vite, il ne faut pas boire avant de conduire. Enfin bref, c'est curieux à la fois de traiter les gens en adultes et de les traiter comme des enfants.
à force finalement de laisser l'individu